Élise était l'épouse parfaite, silencieuse, obéissante, pratiquement invisible aux yeux du monde. Antoine, son mari millionnaire, la traitait comme un meuble de prix, agréable à regarder, mais sans voix ni âme propre. Il l'humiliait subtilement lors des dîners mondains, riait d'elle devant ses amis et piétinait sa dignité avec la même indifférence que l'on écrase des confettis après une fête terminée, jusqu'au jour où elle s'est simplement volatilisée. Et quand Antoine la revit, 6 mois plus tard, Élise était rayonnante, visiblement enceinte, et marchait au bras d'un autre homme. Et pour la première fois de toute sa vie privilégiée, ce fut Antoine qui goûta à la saveur amère de l'humiliation. Tout se passa lors d'un gala de charité dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, entouré par la crème de l'élite parisienne. Les lustres en cristal scintillaient au plafond, le champagne millésimé coulait à flots, et les conversations chuchotées tournaient autour de fusions d'entreprises et de millions d'euros. Élise se tenait aux côtés d'Antoine, portant une robe Dior impeccable et maintenant un sourire poli et figé sur les lèvres. Elle avait appris à sourire de cette manière spécifique, un sourire qui ne dérangeait pas, qui n'attirait pas trop l'attention et surtout qui n'éclipsait pas l'éclat de son mari. Antoine conversait avec animation avec des investisseurs, lorsqu'un d'eux décida de complimenter Élise. « Votre épouse est ravissante, Antoine. Vous êtes un homme chanceux. » Antoine rit. C'était ce rire qu'Élise ne connaissait que trop bien, celui qui lui glaçait le sang. « Chanceux ?» Il leva sa coupe de vin et la regarda avec un mépris à peine dissimulé. Élise est décorative. Elle est excellente pour les photos, mais inutile pour soutenir une conversation intelligente. Cependant, elle remplit sa fonction. Le silence trancha l'atmosphère de la table comme du verre brisé. Des rires nerveux résonnèrent parmi les invités. Élise sentit son visage brûler de honte, mais elle garda son sourire intact. Elle le gardait toujours. Jusqu'à ce soir-là, elle avait toujours réussi à maintenir la façade, mais Élise n'avait pas toujours été ainsi. 7 ans plus tôt, elle était une personne complètement différente. Elle travaillait comme architecte dans un petit cabinet près du canal Saint-Martin. Elle avait des amis fidèles, riait aux éclats et portait des vêtements colorés. Elle dessinait des immeubles qui ne seraient peut-être jamais construits, mais elle rêvait éveillée de chaque fenêtre, de chaque courbe de ses plans. Ce fut lors d'un vernissage exclusif dans le Marais qu'elle rencontra Antoine. Il entra dans la galerie avec l'assurance de celui qui pénètre en territoire conquis, costume sur mesure et une montre au poignet qui coûtait plus cher qu'une voiture de sport. Il s'arrêta juste devant son dessin. « C'est vous qui avez fait ça ?» Élise acquiesça timidement. « Impressionnant, vous avez un vrai talent. » Personne ne lui avait jamais dit ces mots de cette façon, avec cette certitude absolue. Les premiers mois furent comme un conte de fées, bien que légèrement déformés. Antoine l'emmenait dans des restaurants étoilés, où elle ne savait même pas prononcer le nom des plats sur le menu. Il lui achetait des robes de haute couture et des bijoux qui pesaient lourd à son cou. « Tu mérites ce qu'il y a de mieux », lui disait-il constamment. Et Élise, naïve, croyait que c'était cela, le véritable amour. La demande en mariage arriva vite, trop vite, peut-être, mais Élise était sous le charme, étourdie par tant de promesses d'un avenir brillant. Elle quitta son emploi parce qu'il insista « Tu n'as pas besoin de travailler, je m'occupe de tout ». Elle s'éloigna peu à peu de ses amis parce qu'ils lui murmuraient « Elles sont juste jalouses de ce que tu as conquis ». Elle arrêta de dessiner parce qu'il décréta « C'est un passe-temps, Élise, ce n'est pas la vraie vie ». Et soudain, elle se retrouva complètement seule. Seule à l'intérieur d'un appartement de 500 mètres carrés, avenue Foch. Les humiliations commencèrent par être petites, presque imperceptibles. « Cette robe ne te met pas en valeur. Tu as trop parlé au dîner d'hier. Souris plus, mais s'il te plaît, ne ris pas si fort. » Ensuite vinrent les offenses publiques, les commentaires acides devant ses amis, les comparaisons odieuses avec d'autres femmes de leur cercle. « Tu as vu l'épouse de Marc ? Elle, c'est une femme vraiment élégante. » Élise ravalait sa salive, souriait, s'excusait pour des erreurs qu'elle n'avait même pas commises, essayait de se faire plus petite, plus silencieuse, plus invisible.
Elle pensait que si elle parvenait à être assez parfaite, Antoine recommencerait à l'aimer comme au début. Mais la réalité était qu'Antoine ne l'avait jamais aimée. Il l'avait simplement collectionnée. Et ce soir-là, au gala de charité, quand il la qualifia de décorative devant tout le monde, quand elle vit le plaisir froid dans ses yeux en l'humiliant, Élise sentit que quelque chose se brisait définitivement dans sa poitrine. Ce fut à cet instant précis que tout commença à s'effondrer. Élise se souvenait encore vivement du jour où elle avait dit à Antoine qu'elle voulait avoir un enfant. Ils étaient mariés depuis 3 ans. Elle en avait 32, lui 40. L'appartement semblait trop grand, trop silencieux et vide. Elle imaginait qu'un bébé remplirait ce vide avec de la vie, du bruit, un but réel. Un enfant ? Antoine posa son téléphone sur la table et la regarda comme si elle avait dit la plus grande absurdité du monde. « Élise, tu n'arrives même pas à organiser un dîner sans te tromper dans le choix du vin. Tu veux vraiment la responsabilité d'élever un être humain ? Je serais une bonne mère, murmura-t-elle d'une voix brisée. Tu serais médiocre, comme tu l'es en tout. Il recommença à taper sur son téléphone, perdant tout intérêt. Et je ne veux pas d'enfant maintenant. Peut-être jamais. Ne gâche pas ce que nous avons avec cette conversation absurde. Élise ravala ses larmes pour ne pas pleurer devant lui. Elle n'aborda plus jamais le sujet. Mais le rêve ne mourut pas là. Elle continuait de fantasmer. Elle imaginait un petit garçon aux yeux sombres, ou une petite fille aux cheveux bouclés. Quelqu'un qui la regarderait avec un amour inconditionnel. Quelqu'un qui aurait vraiment besoin d'elle, parce qu'Antoine n'avait besoin de personne. Il ne faisait que posséder des choses et des gens. Après cette nuit désastreuse au gala, Élise s'enferma dans la salle de bain de la suite parentale. Elle se regarda dans le miroir. Le maquillage était parfait, la coiffure impeccable. Elle portait une robe à 15 000 €. Et pourtant, sous tout ce faste, il n'y avait rien. Il ne restait pas une seule trace de la femme qu'elle avait été autrefois. Elle prit son téléphone et ouvrit Instagram avec des doigts tremblants. Elle chercha ses anciennes camarades d'université. Sophie lançait un projet architectural important à Lyon. Claire avait ouvert son propre cabinet. Camille postait des photos avec ses enfants, souriant pour de vrai, les yeux brillants. Élise ferma l'application brutalement. La nausée lui monta à la gorge. Antoine entra dans la chambre, déboutonnant sa chemise avec calme. « Ça va ? » ?»« Non. »« Parfait. J'ai besoin de dormir. J'ai une réunion très tôt demain matin. » Il ne la regarda même pas dans les yeux. Élise s'allongea dans le lit à côté de lui, à côté de l'homme qui avait promis de prendre soin d'elle, l'homme qui l'avait poussée à renoncer à tout. Antoine s'endormit en 3 minutes, la respiration lourde, totalement étranger à la douleur de sa femme. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube. Les jours suivants, elle tenta de se rapprocher de lui à nouveau. Elle prépara son dîner préféré avec un soin méticuleux. Il mangea distraitement, répondant à des emails sur sa tablette. Elle acheta un livre d'économie pour avoir un sujet de conversation. Il rit. « Toi, lire sur l'économie ? Laisse ça à ceux qui s'y connaissent, Élise. » Elle suggéra de faire un voyage ensemble. « Je suis très occupée. Pars seule si tu veux. » Mais elle n'avait nulle part où aller. Elle n'avait plus d'amis. Elle n'avait pas de travail. Elle ne savait plus elle-même. Un soir, Antoine rentra très tard. Une odeur de parfum féminin imprégnait sa chemise. Il y avait une trace de rouge à lèvres sur le col. Élise la vit clairement. Il savait qu'elle l'avait vue, et cela ne lui importait pas le moins du monde. « Il y a quelque chose que tu veux me dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non. » Antoine monta dans la chambre sans se retourner, avec une indifférence totale. Et elle, incroyablement, pensait encore pouvoir tout arranger. La trahison d'Antoine ne fut pas le pire fut son indifférence absolue. Élise aurait pu crier, briser la vaisselle contre le mur, exiger des explications à haute voix. Mais elle ne fit rien de tout cela, parce qu'au fond, une partie d'elle le savait déjà. Elle le savait depuis des mois, peut-être des années. Les retours tardifs, les week-ends en prétendu voyage d'affaires, le téléphone toujours posé face contre table pendant le dîner. Elle avait fait semblant de ne rien voir, parce que voir signifiait devoir prendre une décision.
Et Élise avait oublié comment on prenait ses propres décisions. Les jours suivants s'écoulèrent dans un brouillard silencieux. Elle se réveillait, buvait son café seule dans l'immense cuisine en marbre et errait dans les pièces de l'appartement comme un fantôme en peine. Madame Odette, la gouvernante, lui demandait ce qu'il fallait préparer pour le déjeuner. Élise répondait n'importe quoi, peu importait. Elle mangeait à peine. Antoine continuait sa routine habituelle. Il partait tôt, rentrait tard, ou parfois ne rentrait pas du tout. Quand il était à la maison, il traitait Élise comme une partie du mobilier. Il passait à côté d'elle sans la regarder. Il parlait au téléphone en anglais, riant de blagues qu'elle ne comprenait pas. Un soir, elle rassembla tout le courage qui lui restait. Elle attendit qu'il s'assoie sur le canapé du salon, un whisky à la main, regardant les informations financières. « Antoine, nous devons parler. » Il ne détacha pas les yeux de la télévision. « De quoi ? De nous. Il n'y a pas de nous dont parler, Élise. Il y a toi qui te plains, et moi qui travaille pour maintenir ce train de vie que tu aimes tant. Je me fiche du train de vie. C'est toi qui m'importe. » Finalement, il la regarda. Mais il n'y avait rien dans ce regard. Ni colère, ni passion, ni remords. Juste un profond ennui. Je ne t'importe pas. C'est l'idée de moi qui t'importe. Le statut t'importe. Le fait de ne pas avoir à t'assumer t'importe. Il but une gorgée de son whisky calmement. Si vraiment je t'importais, tu aurais quelque chose d'intéressant à dire, quelque chose qui me donnerait envie de rentrer à la maison. Les mots coupèrent profondément, pas par leur cruauté, mais par la froideur avec laquelle ils furent prononcés. Il y croyait vraiment. Élise monta dans sa chambre en se sentant vaincue. Elle s'assit au bord du lit et regarda ses mains. Des ongles parfaitement manucurés, une peau hydratée, une énorme bague en diamant. C'étaient des mains qui ne créaient rien, qui ne construisaient rien, qui ne servaient à rien. Elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet. Tout au fond, sous des foulards en soie et des bijoux anciens, se trouvait une pochette avec ses vieux dessins. C'étaient des projets qu'elle avait faits à l'université, des croquis de bâtiments qui n'avaient jamais existé que dans son imagination. Élise éparpilla les papiers jaunis sur le couvre-lit. Elle passa ses doigts sur les lignes tremblantes, sur les annotations faites en marge. Qui avait dessiné cela? Elle ne reconnaissait plus cette personne. Elle commença à pleurer, sans bruit, juste des larmes coulant sur ses joues, tachant les dessins anciens. Antoine ne monta pas dormir ce soir-là. Il dormit dans le bureau, ou peut-être chez une autre femme. Élise ne le savait pas, et elle ne demanda plus. Les jours qui suivirent, elle commença à disparaître à l'intérieur de sa propre vie. Elle arrêta de s'apprêter. Elle arrêta de sortir de la chambre. Madame Odette frappait à la porte avec des plateaux repas qui retournaient en cuisine intacte. Antoine s'en aperçut, naturellement. Bien sûr qu'il le remarqua, mais pas par inquiétude, plutôt par irritation. « Tu fais une dépression maintenant? C'est ça la nouveauté ?» Il entra dans la chambre, son costume impeccable et son parfum coûteux remplissant l'air. « Élise, je n'ai pas de patience pour les drames. Si tu as besoin d'un psychiatre, je paie. Mais ne viens pas avec cette énergie négative près de moi. » Elle le regarda. Elle le regarda vraiment pour la première fois depuis longtemps. Et elle réalisa qu'elle était amoureuse d'un homme qui n'avait jamais existé. L'Antoine gentil du vernissage était un fantasme, une performance bien exécutée. Celui-ci, cet homme froid et cruel, était la réalité. « Je vais aller mieux, » dit-elle. Sa voix sonna faible, automatique. « Parfait. J'ai un dîner important vendredi. J'ai besoin que tu sois présentable. » Il sortit sans attendre de réponse. Élise se recoucha. Elle ferma les yeux. Et dans cette obscurité silencieuse, une petite partie d'elle désira simplement disparaître pour toujours. Cette nuit-là, elle pensa que personne ne remarquerait son absence. T'es-tu déjà senti invisible pour quelqu'un qui devrait te voir? Es-tu déjà resté en silence, ravalant des mots qui te brûlèrent la gorge? Si tu as déjà vécu cela, ne serait-ce qu'un jour, laisse un oui dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et je veux que tu saches que je te vois. Ta douleur compte, ton histoire compte. Tu n'es pas seule là-dedans. Ce fut Madame Odette, la gouvernante, qui força Élise à sortir de la maison. « Madame Élise, cela fait 2 semaines que vous n'avez pas mis un pied dehors. Ce n'est pas une vie.
Allez prendre l'air, même si ce n'est que pour aller au marché du coin. Élise obéit par pur épuisement. Elle enfila les premiers vêtements qu'elle trouva, attacha ses cheveux et sortit. Le soleil de Paris était fort cet après-midi de mars. Elle marcha sans but précis dans le quartier, les mains dans les poches et le regard fixé au sol. Elle finit par entrer dans un petit café, rue de Bretagne, dans le Marais. Elle commanda un café noir. Elle s'assit dans un coin près de la fenêtre et observa les gens passer. Des femmes riant, des couples se tenant par la main, un homme lisant le journal, une jeune fille avec un casque audio dessinant concentrée sur un carnet. Dessinant. Élise resta à observer fixement la jeune fille. Elle ne devait pas avoir plus de 20 ans. Elle avait les cheveux en bataille, un jean déchiré, et son stylo courait vite sur le papier. Elle dessinait avec urgence, comme si les idées étaient trop rapides pour que sa main puisse les suivre. Élise connaissait parfaitement cette sensation. La jeune fille leva les yeux et surprit Élise en train de la fixer. Elle sourit. « Désolée, j'occupe la table toute seule depuis 1 heure. Vous voulez vous asseoir ? » ?»« Non, ça va, je regardais juste comment vous dessinez. » »« Ah !» La fille tourna le carnet pour lui montrer. « C'est un projet pour l'université, architecture. J'essaie de créer un espace communautaire qui soit accueillant, vous voyez ? Mais c'est encore un désastre. Architecture. » Élise sentit un pincement au cœur. « Je peux voir ?» La fille poussa le carnet sur la table. Élise observa les traits. Ils étaient imparfaits, mais vivants, pleins d'intention. Elle passa son doigt délicatement sur les lignes. « Vous êtes architecte ?» demanda la fille avec curiosité. Élise ouvrit la bouche. Elle allait dire non. Elle allait dire qu'elle l'avait été, il y a longtemps, dans une autre vie. Mais à la place, quelque chose de différent sortit de ses lèvres. « Oui. Sérieux ? C'est génial. Vous avez un conseil ? Je suis complètement bloqué sur cette entrée ici. » Et Élise commença à parler. Doucement au début, incertaine. Mais ensuite, les mots commencèrent à affluer plus vite. Elle prit un stylo, fit une petite annotation sur le dessin, suggéra un angle différent, une fenêtre plus grande pour exploiter la lumière. La fille écoutait avec une attention totale, les yeux brillants d'émotion. « Mince, ça a beaucoup plus de sens. Vous êtes trop forte. Vous travaillez dans un grand cabinet ?» Élise hésita une seconde. « Non, je ne travaille plus depuis des années. » Pourquoi ? C'était une question simple, directe. Élise n'avait pas de réponse toute prête. La fille sourit avec naturel. « Bon, si jamais vous vouliez revenir, le monde a besoin de gens doués. » Elle nota quelque chose rapidement sur un bout de papier et le tendit à Élise. « C'est mon Instagram. Si vous voulez échanger des idées sur des projets, écrivez-moi. C'était un plaisir de vous rencontrer. » Élise sortit du café avec le papier froissé à la main. Elle rentra chez elle comme en transe. Quand elle entra dans l'appartement vide, elle monta directement dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir, sortit les vieux dessins, et pour la première fois depuis des années, elle prit un crayon entre ses doigts. Elle ne savait pas si ça marcherait, mais pour la première fois, elle voulut essayer. Élise commença à dessiner toutes les nuits. Quand Antoine sortait pour ses rendez-vous mystérieux, elle éparpillait les feuilles sur la table de la chambre et dessinait jusqu'à avoir mal à la main. Au début, c'était des lignes tordues, des proportions fausses. Mais à chaque trait, quelque chose en elle se réveillait. Elle envoya un message à la fille du café. Elles convinrent de se revoir. Et puis encore une fois, la fille, qui s'appelait Manon, présenta Élise à d'autres étudiants en architecture. Ils se réunissaient à la bibliothèque Beaubourg, discutaient de projets et partageaient des références. Élise ne raconta rien sur Antoine. Elle ne raconta rien sur l'appartement vide. Pour eux, elle était simplement Élise. Une architecte qui avait pris une pause et qui revenait dans le jeu. Elle commença à collaborer sur de petits projets. La rénovation d'un studio pour la cousine de Manon. Un projet paysager pour une association locale. Elle ne recevait pas d'argent, mais cela n'importait pas. Elle créait à nouveau. Elle se sentait utile. Antoine remarqua le changement. Pas parce qu'il se souciait de son bien-être, mais parce qu'Élise commença à rentrer après lui certains soirs. « Où étais-tu » demanda-t-il d'un ton soupçonneux. « Je suis sorti. »« Sorti ? Où ?»« J'ai vu des gens. »
Antoine fronça les sourcils, agacé. « Quels gens! Tu n'as pas d'amis, Élise !» Elle le regarda dans les yeux. Elle ne baissa pas le regard comme elle le faisait toujours. « Maintenant si, j'en ai !» Il eut un rire moqueur, ce rire plein de mépris. « Ah, j'ai compris. Tu te sens spécial à nouveau? Tu fais tes petits dessins inutiles ?» Il s'approcha d'elle et croisa les bras. « Laisse-moi te rappeler une chose. Tout ce que tu as, c'est parce que je le permets. Cette maison, tes vêtements, ta nourriture, tu n'es rien de plus qu'une femme entretenue qui joue à l'architecte. » Les mots auraient dû la blesser, mais ils ne firent pas mal comme avant. « Je sais, » dit Élise calmement, « et c'est pour ça que je vais changer ça. » Antoine cligna des yeux, confus par la réponse. « Comment? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. » Elle sortit de la chambre, le laissant seul avec sa propre arrogance. Élise commença à chercher du travail, discrètement. Elle envoya son CV à de petits cabinets. Elle mit à jour son portfolio avec les projets récents qu'elle avait faits avec les étudiants. La plupart l'ignorèrent. Certains répondirent qu'elle était hors du marché du travail depuis trop longtemps, mais un cabinet d'architecture durable dans le quartier de la Bastille l'appela pour un entretien. Le propriétaire, un homme de 50 ans nommé Monsieur Bernard, analysa ses dessins avec beaucoup d'attention. « Vous avez du talent, mais 7 ans sans travailler, c'est long. Pourquoi avez-vous arrêté ?» Élise prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je me suis mariée, je croyais devoir faire un choix. Et maintenant? Maintenant, je sais que j'ai mal choisi. » Monsieur Bernard sourit légèrement. « Je peux vous offrir un stage rémunéré. Le salaire est bas, mais vous apprendrez et vous vous mettrez à jour. Vous acceptez ?» Élise sentit les larmes lui brûler les yeux. « Oui, merci, infiniment. » Elle sortit du bureau en se sentant légère comme une plume. Elle appela Manon et lui annonça la nouvelle. Manon hurla de joie à l'autre bout du fil. Mais alors vint la peur. Élise ne parla pas du stage à Antoine. Pas encore. Elle commença à travailler 3 fois par semaine, partant tôt le matin et rentrant l'après-midi. Elle disait qu'elle allait faire du shopping, voir des amis ou chez le coiffeur. Antoine prêtait à peine attention. Il était trop occupé par sa propre vie, mais la culpabilité l'oppressait. Élise avait été élevée pour plaire, pour obéir, pour ne pas créer de problèmes. Chaque petit mensonge lui semblait un péché énorme, et si Antoine le découvrait? Et s'il entrait dans une rage folle, et s'il la mettait à la porte sans rien? Un soir, elle faillit tout lui dire. Il dînait, chose rare mais qui arrivait occasionnellement. Antoine coupait son steak en silence. Élise jouait avec sa nourriture, nerveuse. « Antoine, je dois te dire quelque chose. »« J'ai commencé à travailler. » Il arrêta de mâcher. Il leva les yeux et la fixa. « Travailler? Oui, dans un cabinet d'architecture. C'est juste un stage, mais... Tu plaisantes. » Antoine lâcha ses couverts avec fracas sur l'assiette. « Élise, combien de fois dois-je te le dire? Tu n'as pas besoin de travailler. Tu n'es pas assez douée pour travailler. Tu vas te ridiculiser et ensuite tu reviendras à la maison en pleurant. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Je sais exactement de quoi tu es capable. De rien. » Il recommença à manger, clôturant la conversation dans sa tête. Élise sentit la colère bouillir dans ses veines, mais elle sentit aussi la peur paralysante. Cette petite voix intérieure qui lui murmurait « Et s'il avait raison ? Et si tu n'étais vraiment pas doué? Et si tu échouais et prouvais qu'il a toujours eu raison ?» Elle faillit abandonner ce soir-là. Elle faillit envoyer un message à Monsieur Bernard pour dire qu'elle ne pourrait pas continuer. Mais elle ne l'envoya pas. Le lendemain, elle alla travailler. Et le surlendemain. Et le jour d'après. Jusqu'à ce que 3 mois plus tard, Monsieur Bernard la convoqua dans son bureau. « Élise, vous vous débrouillez bien, très bien. Je veux vous offrir un poste en CDI. C'est encore un niveau junior, mais avec un salaire décent. Qu'en dites-vous » Son cœur s'accéléra. « J'accepte. » Monsieur Bernard sourit. « Parfait. Ah, et un grand projet arrive. Un centre culturel vers Oberkampf. Je vous veux dans l'équipe. » Élise sortit du bureau tremblant d'émotion. Elle avait réussi. Pour de vrai. Elle était douée. Elle était capable. Mais il y avait encore le problème d'Antoine.
Elle rentra chez elle ce soir-là décidée à tout lui raconter. Elle allait demander le divorce, elle allait partir, elle allait recommencer seule, même si cela signifiait vivre dans un studio minuscule avec un salaire de débutante. Mais alors, avant qu'elle ne puisse parler, le téléphone d'Antoine sonna. Il répondit, écouta. Son expression changea radicalement. « J'arrive tout de suite. » Il raccrocha, regarda Élise. Et pour la première fois depuis des années, elle vit une peur authentique dans ses yeux. « Mon père a fait un infarctus. Il est à l'hôpital. » Élise accompagna Antoine à l'hôpital. Elle resta à ses côtés durant les 3 heures que dura l'opération de son beau-père. Elle lui tint la main quand le médecin sortit du bloc opératoire. « Il va survivre, mais il aura besoin de beaucoup de soins. » Antoine s'effondra. Pour la première fois depuis leur rencontre, Élise le vit vulnérable. Il pleura. Elle le soutint, parce que même après tout le mal, elle avait encore de l'empathie. Elle était encore humaine. Les jours suivants, Antoine changea. Il restait plus longtemps à la maison. Il parlait à voix basse. Il la remercia même quand Élise apporta un plat maison à l'hôpital. « Merci d'être là », lui dit-il. Et pendant une seconde, juste une seconde, Élise pensa que peut-être. Mais ensuite, son père sortit de l'hôpital. Il rentra chez lui. Et Antoine redevint Antoine. « Tu joues toujours ta petite comédie de travailler ?» demanda-t-il au dîner, une semaine plus tard. Élise le fixa. « Ce n'est pas une comédie, c'est mon métier. Élise, tu m'as aidé pendant une crise, je te remercie. Mais maintenant ça suffit. Tu as un rôle ici. C'est d'être ma femme, pas une architecte ratée. » Quelque chose en elle se brisa définitivement. Pas avec douleur, avec une clarté absolue. « Je veux divorcer. » Antoine rit. « Bien sûr que tu le veux. Jusqu'à ce que tu doives vivre avec un salaire de stagiaire et que tu réalises que tu ne peux pas survivre sans moi. Je le peux. Tu ne peux pas. Tu es faible, Élise. Tu l'as toujours été. Tu reviendras. » Elle se leva de table. « Je ne reviendrai pas. » Élise quitta la maison cette nuit-là avec 2 valises. Elle alla dans l'appartement de Manon, qui lui offrit son canapé. Elle entama la procédure de divorce le lendemain. Antoine ne contesta pas. Il avait la certitude absolue qu'elle reviendrait en suppliant au bout d'une semaine. Élise ne revint pas. Elle se plongea totalement dans le travail. Le projet du centre culturel devint réalité. Elle travailla 16 heures par jour, se prouvant à elle-même qu'elle en était capable. Le divorce fut prononcé en 4 mois. Élise ne prit que ce qui était à elle, quelques vêtements, ses dessins et sa dignité. Et puis, elle rencontra Julien. Il était ingénieur sur le chantier du centre culturel. Calme, gentil, attentionné, ils commencèrent à discuter pendant les pauses. Le café devint déjeuner. Le déjeuner devint dîner. Julien écoutait vraiment quand elle parlait. Il riait de ses blagues. Il lui demandait son avis et voulait vraiment l'entendre. « Tu as déjà été marié ?» lui demanda-t-il un soir. « Je l'ai été. Ça n'a pas marché. Je suis désolé. »« Moi pas. » Et c'était la pure vérité. 3 mois plus tard, Élise découvrit qu'elle était enceinte. Elle ne l'avait pas prévu. Elle ne s'y attendait pas. Mais quand elle vit les 2 traits sur le test, elle pleura de joie. Julien pleura aussi. « On va faire ça ensemble, » dit-il. « Je suis là. » Et il l'était vraiment. 6 mois après avoir quitté Antoine, Élise était rayonnante. Avec un ventre de 5 mois, les cheveux détachés et une robe simple. Elle et Julien allèrent dîner dans un restaurant près du Trocadéro. Ce n'était pas le plus cher, mais il était chaleureux. Et alors, elle le vit, Antoine. À une table de l'autre côté de la salle, il leva les yeux, il vit Élise, il vit son ventre, il vit Julien avec une main protectrice dans son dos. Il vit le sourire authentique sur son visage, celui qu'il n'avait jamais réussi à effacer complètement. Antoine devint pâle. Élise aurait pu détourner le regard. Elle aurait pu partir, mais elle ne partit pas. Elle prit la main de Julien fermement et traversa le restaurant. Elle passa près de la table d'Antoine. Elle le regarda droit dans les yeux. Et elle sourit, elle ne dit rien, ce n'était pas nécessaire. Antoine comprit tout dans ce silence. Il avait perdu. Il ne l'avait pas seulement perdue elle, mais la chance d'être aimé par quelqu'un qui avait vraiment essayé.
Élise sortit du restaurant main dans la main avec Julien, et pour la première fois depuis des années, elle ne regarda pas en arrière. 8 mois plus tard, Élise était au cabinet d'architecture, penchée sur sa table à dessin. Sa fille, Louise, dormait dans la poussette à côté d'elle. Elle avait 3 mois, des cheveux bruns et des joues roses. Parfois, elle pleurait pendant les réunions, et Élise la berçait tout en expliquant des plans aux clients. Personne ne se plaignait. Monsieur Bernard avait adapté l'espace pour elle. Les mères travaillent mieux quand elles n'ont pas à choisir. Julien arriva en milieu d'après-midi avec un déjeuner à emporter. « Tu as mangé ?»« J'ai oublié. » Il secoua la tête, souriant avec tendresse. Il ouvrit la boîte et lui tendit une fourchette. Élise mangea pendant qu'il prenait Louise dans ses bras, qui s'était réveillée et regardait son père avec ses yeux immenses et curieux. « Elle a ton nez, » dit Julien. « Et ton entêtement. » Ils rirent doucement pour ne pas réveiller les collègues à l'autre bout de la pièce. Le soir, tous les 3 rentrèrent dans le petit appartement près de Bastille. 2 pièces, cuisine ouverte et un balcon plein de plantes. Élise l'avait décoré avec ses propres dessins au mur. Il n'y avait pas de lustres en cristal, ni de meubles importés, mais il y avait de la vie, il y avait des rires, il y avait un amour désordonné et réel. Élise donna le bain à Louise, lui chanta une chanson fausse et la coucha. Julien prépara du thé. Ils s'assirent sur le canapé, épuisés, les jambes entremêlées. « Fatiguée ?» demanda-t-il. « Épuisée. »« Heureuse !» Élise regarda autour d'elle. L'appartement minuscule, la pile de couches dans le coin, les projets éparpillés sur la table, Julien à ses côtés, avec ses cernes et son sourire sincère, Louise respirant doucement dans la chambre à côté. Immensément. Julien l'embrassa sur le front. Élise ferma les yeux. Elle pensa, l'espace d'une seconde, à qui elle avait été avant. La femme silencieuse dans l'appartement vide, l'épouse invisible, l'architecte qui avait oublié comment dessiner. Et puis elle pensa à qui elle était maintenant. Mère, professionnelle, une femme qui ne s'excusait pas d'occuper de l'espace, qui se trompait, recommençait et avançait. Le week-end, Élise retourna à ce café du Marais où tout avait commencé. Elle emmena Louise dans ses bras. Elle commanda le même café que d'habitude. Elle s'assit près de la fenêtre. Une jeune fille dessinait à la table voisine. Élise sourit. Elle reconnut cette urgence, cette lueur dans les yeux. La fille leva la tête. « Votre bébé est magnifique. »« Merci. Vous faites quoi dans la vie ?» Élise ajusta Louise sur ses genoux. « Je suis architecte. » Et en disant cela, pour la première fois depuis des années, elle ne ressentit aucune honte, aucun doute. Elle n'avait pas vaincu le monde. Mais elle avait vaincu ce qu'il y avait en elle. Élise apprit qu'il n'y a pas de temps perdu, seulement du temps nécessaire. Ces 7 années dans l'hôtel particulier n'étaient pas du gâchis. C'était le prix qu'elle avait payé pour apprendre qui elle ne voulait pas être, pour comprendre que l'amour n'est pas possession, que prendre soin n'est pas contrôler, que le silence n'est pas la paix, c'est juste de la peur déguisée. Elle apprit que recommencer n'est pas un échec, c'est du courage. Elle dut désapprendre tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même, qu'une femme entretenue était moins digne, qu'avoir des rêves était égoïste, que demander de l'aide était une faiblesse. Antoine avait planté ses mensonges avec tant de fermeté qu'Élise mit des années à en arracher chaque racine. Mais elle les arracha. Elle apprit qu'il n'existe pas de manuel pour être forte, que la force ne signifie pas ne jamais tomber. C'est se relever même quand personne n'applaudit. C'est échanger le luxe pour un petit appartement et ne pas avoir honte. C'est tenir sa fille dans les bras tout en présentant un projet à des clients. C'est être imparfaite, épuisée, confuse et malgré tout avancer. Élise apprit qu'elle avait toujours été suffisante. Le problème n'avait jamais été elle. Le problème avait été de croire celui qui lui disait qu'elle ne l'était pas. Et maintenant, chaque fois que Louise pleurait à l'aube et qu'Élise se levait fatiguée, titubant jusqu'au berceau, elle pensait « Je veux que tu grandisses en sachant ce que j'ai mis 30 ans à apprendre, que tu n'as pas besoin de te faire toute petite pour entrer dans les rêves de quelqu'un, que ta voix compte, que tu peux te tromper, recommencer, changer d'avis, et tout de même être digne d'amour. » C'était ça la leçon. Il ne s'agissait pas de vengeance.
Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à Antoine, mais de se prouver à elle-même qu'elle avait toujours eu en elle tout ce qu'il fallait pour être libre. Elle devait juste y croire. Et maintenant, enfin, elle y croyait. Si cette histoire a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, laisse un like juste en dessous. C'est comme ça que je sais que ces récits ont du sens pour toi. Et dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu nous regardes en ce moment. Je les lis tous, vraiment tous, et je m'assure de répondre à ceux qui prennent un petit moment pour commenter. Tu n'es pas juste un numéro ici. Si tu crois au pouvoir des histoires vraies qui transforment, abonne-toi à la chaîne. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage, et chaque nouvel abonné est le carburant qui me donne la force de continuer à t'apporter ces histoires. Ton aide fait toute la différence. Et ne pars pas tout de suite. J'ai laissé 2 histoires incroyables à l'écran pour que tu puisses choisir et les regarder maintenant. Clique sur l'une d'elles et rejoins-moi dans la prochaine vidéo.